En Ukraine, hier, c'était la fête de l'indépendance du pays. Le président Zelensky a salué le peuple libre d'Ukraine alors que la guerre fait rage depuis 19 mois. Beaucoup d'Ukrainiens se sont d'ailleurs félicités du décès de Evgeny Prigojine, survenu mercredi. Quel va être l'impact de sa mort sur ce conflit et quelle est la situation en cette fin août? Pour en parler, on accueille ce matin Michel Yakovlev, ancien haut gradé français dans la chaîne de commandement de l'OTAN. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Michel Yakovlev et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Marilyn le disait, les Ukrainiens se sont réjouis de la mort de Prigojine, mais cette disparition, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences réelles sur la suite de cette guerre? Ça peut changer quelque chose pour l'Ukraine selon vous? Non, je ne pense pas. Prigojine était déjà mort depuis le 24 juin. Tout le monde le savait, c'était le temps que ça tombe. Oui. Donc, en dehors du fait que le héros russe de Bakhmout a été assassiné par son propre chef, a priori, il n'y a pas vraiment d'autres motifs de satisfaction pour les Ukrainiens. Donc si je vous entends, en tout cas, ça ne peut pas profiter aux Ukrainiens. Est-ce qu'à l'inverse, ça peut profiter à Vladimir Poutine? Ça lui permet d'une certaine manière de réaffirmer son pouvoir sur ses élites, sur son armée également, mobiliser davantage via la terreur. Ça peut être finalement lui le grand gagnant de cet épisode-là? Absolument, et c'est certainement sa perception, et c'est sûrement pour ça qu'il l'a fait. Poutine a vécu une véritable humiliation le 24 juin. Tous les experts sur la Russie le disent, et à travers, et pas seulement en France, si vous voulez. Donc, il a vécu une humiliation. Il fallait qu'il se venge de cette humiliation, et accessoirement, dans sa perception, cela restaure son autorité. Je ne dis pas son pouvoir, son autorité. Par exemple, il est douteux que dans un avenir prévisible, on ait beaucoup de grandes gueules à la Prigojine qui oseront faire le matamor sur les réseaux sociaux, si vous voulez. Donc, je ne veux voir qu'une tête, en gros. Et du point de vue de Poutine, cela le venge de l'humiliation et ça remet tout le monde en ordre. C'est bien pour ça qu'il est certain que c'est lui qui l'a commandité, parce que finalement, il est le seul bénéficiaire de cette affaire. Vous dites restaurer son autorité, pas son pouvoir, c'est-à-dire, c'est quoi la différence là-dessus, selon vous? Alors, l'autorité, sans rentrer dans la philosophie, le Mais pour bien pouvoir... comprendre la différence, justement, quand vous dites cela. Voilà, le pouvoir, les mécanismes de pouvoir, ils sont inchangés, et c'est même pas le raid du 24 juin qui aura changé quelque chose. L'autorité est une notion beaucoup plus, j'allais dire évanescente, c'est la crédibilité, c'est la confiance qu'ont les gens, c'est la certitude qu'ont les gens que demain vous serez encore aux affaires, c'est la certitude que vous êtes le seul aux affaires. Bref, l'autorité est difficile à quantifier. Mais Poutine a connu un vrai déficit d'autorité, une vraie encoche le 24 juin. C'est-à-dire qu'il est apparu clairement à tout le monde que d'une part, il serait peut-être pas le maître du Kremlin demain, que surtout pendant le raid, ça a duré une journée quand même, l'armée n'a pas moufté, et la population civile non plus. Il n'y a pas eu une manifestation sur la route de patriotes russes pro-Poutine se couchant sur la voie et offrant leur corps pour arrêter cette tentative, si vous voulez. Il n'y a pas eu un Russe pour lever le petit doigt pour arrêter la colonne. Il y a une question qui se pose aussi, puisque après l'échec, en tout cas, de cette rébellion avortée, l'armée russe a intégré, c'est ce qu'a demandé Poutine, les anciens soldats, en tout cas une partie des anciens soldats de la milice Wagner. Est-ce que ça, c'est un facteur possible, potentiel de déstabilisation pour une armée, Michel Yakovlev? C'est une bonne question. Je n'avais pas regardé ça comme ça. Intégrer les séides de Wagner dans une armée régulière, en toute hypothèse, serait compliqué. Ont-ils été conservés en petites unités, si vous voulez, par exemple une section de 30 hommes, une compagnie d'une centaine d'hommes, coup complet, si vous voulez, avec leur chef, etc., à qui on accorde des grades en vigueur dans l'armée russe, ou ont-ils été disséminés au sens un soldat par-ci, un soldat par-là?
c'est difficile, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont moins bien payés que du temps où ils étaient chez Wagner, beaucoup moins bien payés quand ils sont payés, soit dit en passant. Ça, c'est un autre facteur. Mais que peut-être ils meurent moins. Donc, est-ce que c'est un facteur de déstabilisation de l'armée? Je ne crois pas, parce qu'il y a déjà plein de facteurs de déstabilisation de l'armée qui se suffisent à eux-mêmes, comme le manque de confiance dans la hiérarchie, le sentiment d'être traité comme du bétail. Ça, on n'est pas obligé de rencontrer quelqu'un de Wagner pour s'en rendre compte, si vous voulez. Dans le même temps, en face, la contre-offensive ukrainienne ne semble pas avoir débouché sur des succès, en tout cas sur les succès attendus. On a la fin de l'été qui approche, on se dirige donc vers la fin des grandes manœuvres. On en est où justement de cette contre-offensive ukrainienne? Ma perception est qu'on va vers le match nul, qu'il n'y aura pas de percée décisive, et que, paradoxalement, même s'ils réussissent à percer, ils auront du mal à en faire quelque chose de décisif, parce qu'il ne leur restera plus grand-chose derrière à jeter dans la brèche. C'est mon sentiment, mais je n'ai pas accès à l'ordre de bataille du général Zaloujny. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux me tromper. Ensuite, il reste l'hypothèse d'un effondrement partiel du flanc sud, qui est sous pression des Ukrainiens, au sens où les soldats russes, on arrive un peu à la dernière ligne défendue, semble-t-il, et où les soldats russes se rendraient. Ça reste possible, mais c'est pas le plus probable. Voilà. Un effondrement russe n'est pas le plus probable. Dernière question, l'Ukraine qui continue de bénéficier des renforts aériens après les Pays-Bas, le Danemark, c'est la Norvège qui a annoncé récemment hier la livraison de F-16 à l'Ukraine. Quand est-ce qu'ils pourront être engagés sur le terrain? J'imagine que ça va prendre du temps et que ça confirme finalement ce que vous disiez, que d'ici peut-être le printemps prochain, on n'aura pas d'avancée majeure? Absolument. Et d'ailleurs, ils ne bénéficient pas des renforts. Ils bénéficient de la promesse de renfort. Et les avions, ils n'en ont pas encore vu le bout de la queue. Hein. Donc, l'entraînement des pilotes, semble-t-il, ne commence que maintenant. Et il manque de pilotes parlant anglais. Et apprendre le F-16 sans parler anglais, ça va être compliqué. Donc, ça fait plus d'un an maintenant que les Ukrainiens réclament ça à corps et à cri. On en est maintenant, en gros, à la phase 1 d'un plan en 5 phases. Donc ça va prendre du temps. Effectivement, notamment, pilotes ukrainiens doivent être formés prochainement aux États-Unis, notamment du côté du Texas ou de l'Arizona. Mais comme vous dites, ça va prendre du temps. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel Yakovlev, ancien haut gradé français dans la chaîne de commandement de l'OTAN. Très bonne journée à vous.